Bonjour, je suis Martin Bourboulon, le réalisateur du film Eiffel. Alors Eiffel, c'est un film qui se passe, c'est une grande histoire d'amour qui se passe pendant la construction de la tour Eiffel. On va suivre les retrouvailles amoureuses de Eiffel qui renoue avec son amour de jeunesse au moment même où on lui propose de participer à l'exposition universelle et donc de participer d'une manière ou d'une autre à la présence de la France dans cette exposition universelle. Et au début, il refuse de participer à cette exposition universelle, ne croyant pas forcément à l'idée. Et le film raconte comment finalement son avis va changer, la manière dont il va transformer un tout petit peu les choses et comment finalement il va retrouver une espèce de force et un moteur très puissant, d'une certaine manière intérieur, pour pouvoir participer non seulement à cette exposition universelle, mais pour pouvoir donner lieu à ce qu'on a connu après et ce qui va être la Tour Eiffel. C'est un scénario, comme vous dites, qui est porté depuis une vingtaine d'années par Caroline Bongrand, qui est l'auteur original de ce projet. Et moi, je suis arrivé à un moment donné où effectivement le film était, entre guillemets, orphelin de réalisateur. Et j'ai flashé, plus que sur le scénario que nous-mêmes on a réadapté avec Caroline et avec d'autres auteurs, j'ai flashé sur la manière dont comment dire, j'y ai vu une manière aussi de dresser le portrait d'un créateur, quel qu'il soit. Ça aurait pu être un artiste, un peintre, un architecte. Ça m'a intéressé de créer comme ça le portrait d'un grand créateur très universel qui, au fond, va être porté par un moteur émotionnel inconscient ou plus ou moins conscient, en l'occurrence cette histoire d'amour, et de voir comment finalement, pour se dépasser dans sa création, l'homme a toujours besoin de se nourrir de l'intime. Et j'y voyais comme ça comment dire, le dialogue de ces deux aspects qui m'intéressaient beaucoup. Et il y avait aussi à un moment donné où la mutation des images, la consommation des fictions évolue beaucoup avec l'arrivée des plateformes, des modes de diffusion et surtout de les consommer. L'envie absolue de capitaliser sur le spectacle en grand et essayer de continuer à proposer des films de cinéma. Non pas qu'Eiffel ne puisse pas être un film qui soit vu sur des petits écrans, mais dans sa manière d'être conçu, en tout cas, il y avait comme ça l'envie d'un grand film épique où se mêlerait avec beaucoup de précision l'intime également. Donc voilà, c'était ce challenge entre les deux. Et malgré tout, cette idée originale de Caroline qui fantasmait sur qu'est-ce que ça pourrait être un film où on raconterait une grande histoire d'amour avec la construction de la Tour Eiffel. Le sujet donne envie. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là. Et à titre plus personnel, pour terminer, il y avait comme ça aussi l'excitation pour un jeune metteur en scène en herbe d'explorer un genre différent de ce que j'avais pu faire jusqu'à présent. Quand on fait un film sur un sujet comme celui-ci, on est obligé d'aller chercher des forces à l'intérieur de nous-mêmes et qu'on partage avec ses collaborateurs, avec Vanessa Van Zwielen, avec les équipes techniques qui ont fait un travail formidable, la productrice Vanessa et les équipes de Pathé, évidemment, parce que rien ne nous dit, surtout que c'est un film qui existait depuis 20 ans, un projet en tout cas, rien ne nous raconte que ça va être facile de le faire. Donc on est obligé d'aller chercher au fond de nous-mêmes de la conviction absolue, de la persévérance, un peu d'insouciance aussi, parce que si on réfléchit trop, on se dit mais comment va-t-on réussir à réunir un tel budget, surtout en ce moment. Donc, d'être allé chercher au fond de moi-même ouais, un travail un peu de marathonien, quoi, un truc on va y arriver, et puis cette histoire le mérite. Et puis d'un autre côté, les films doivent être plus forts que tout. Donc, si on est convaincu qu'il doit exister, il y a un moment donné où on ne sait pas pourquoi, mais tous les matins, alors même qu'on les suit, certains refus. Il y a des chaînes de télévision qui avaient refusé le projet. Il y a beaucoup de résistance à plein d'endroits. Et malgré tout, on trouve la force avec Caroline, avec Vanessa, avec tous les gens de continuer. Et on croit au plus fond de nous-mêmes. Et moi, j'ai été porté par une conviction. La conviction du film qui existe aujourd'hui, qui était celle que j'avais en tête. C'est-à-dire que ce film aujourd'hui, je le referai demain, je ferai exactement les mêmes choses, je crois, plan par plan. Je n'ai pas de regrets, donc j'étais porté par voilà, une vision de ce projet. Je pense que quand on se lance dans n'importe quelle aventure artistique, hein, effectivement, le cinéma est une aventure qui consomme de l'énergie parce on se met un peu à nu et en plus de ça, c'est une industrie, donc avec des moyens lourds à déplacer.
Mais comme tout cinéaste, hein, pas spécialement moi sur ce film, évidemment, n'importe quelle personne qui prend le désir et l'envie de raconter une histoire en images et en son doit trouver au fond d'elle-même une force de conviction, une espèce de foi pour essayer de convaincre les gens, parce qu'à partir du moment où on sollicite le regard et l'aide des autres, financiers ou autres, pour participer à son projet, il faut qu'on soit porté par quelque chose. C'est toujours assez mystérieux, hein, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de metteurs en scène, des grands noms, qui disent que Spielberg, en tête, d'ailleurs, il est du haut de son immense carrière planétaire, continue à dire dans certains livres ou interviews, c'est toujours un miracle quand un film se met par exister. Hein. J'ai un père qui est dans le cinéma, donc qui a été producteur de cinéma et qui a beaucoup travaillé avec Bertrand Tavernier. Donc j'ai eu un accès, entre guillemets, à certains métiers du cinéma sur ces différents plateaux. J'ai pu observer comme ça le travail des metteurs en scène, le travail de toutes les équipes de cinéma. Donc c'est vrai que ce regard un peu privilégié sur ce métier-là, a généré chez moi une envie d'y participer d'une manière ou d'une autre. Et mon frère a fait totalement autre chose, donc il n'y avait pas de parcours écrit pour l'un comme pour l'autre. Et après, assez rapidement, je crois que ce qui m'a plu, c'est la mise en scène. C'est de jouer avec le faux pour créer du vrai, en fait. Quoi. Ça m'a toujours très excité. C'est-à-dire de prendre des éléments qui étaient à notre disposition, une boîte à outils comme ça, la grammaire du cinéma, le découpage, le son, le décor, l'interprétation, une immensité de choses pour générer le plus possible une émotion vraisemblable. Et je dis souvent que finalement, mon approche du travail sur Eiffel comme sur Papa ou Maman était assez semblable, même si c'est des registres très différents. Papa ou Maman, il y avait à faire croire à une émotion pour générer du rire, donc à faire croire à une situation totalement farfelue qui n'était pas réaliste, mais tout faire pour qu'elle soit vraisemblable. Ce couple qui allait sincèrement se battre pour ne pas avoir la garde des enfants et générer du rire avec ça. Et là, on avait d'une certaine manière aussi le même postulat, c'est-à-dire cet homme qui tout d'un coup va retrouver un amour de jeunesse et se lancer dans un défi fou à titre personnel et par amour. Et tout faire pour que ça soit vraisemblable aussi. Et ça m'intéresse. Voilà, de générer du vrai, quoi, d'essayer de faire du vrai, qu'on croit à des histoires. Je trouve ça passionnant et je pense que depuis toujours, ça m'a attiré. C'est d'abord sa carrière d'acteur, hein, c'est-à-dire l'homme artiste, c'est-à-dire que l'acteur dont je connaissais, comme beaucoup de gens de ma génération, Romain est un petit peu plus âgé que moi, mais j'ai grandi moi avec Romain Duris, hein, ça fait 20 ans qu'il nous accompagne dans des registres de films très différents. Donc moi j'ai toujours aimé cet acteur et j'ai toujours trouvé surtout qu'il arrivait à maintenir suffisamment de mystère dans sa vie personnelle et privée pour qu'on continue à se projeter sur lui dans des personnages tout aussi différents les uns avec les autres. Je trouve que on croit à Romain Duris quand il est dans Vernon Subutex, on croit à Romain Duris quand il est dans le film d'Ozon et qui se travestit dans cette femme, on croit à Romain Duris dans Eiffel, on croit à Romain Duris dans... Je trouve que c'est un acteur totalement caméléon. Et pour ce film-là, moi, ça a été totalement une évidence. Hein. C'est-à-dire que il n'y a aucun autre acteur à qui j'ai pensé, aucun autre acteur qui a lu ce scénario. Je suis allé directement vers lui. Et je trouvais qu'il incarnait parfaitement à la fois le costume d'époque. Romain, c'est quelqu'un qui est, je trouve, dans son attitude, dans l'espace, très intemporel, dans sa manière de se mouvoir. Et il avait comme ça quelque chose de leader, d'homme. Et je trouvais aussi qu'il avait une dimension très romantique, très, très classe. Et surtout un côté un peu rock aussi. Romain, il est cool, il est rock. Et ça a apporté, comment dire, tout en assumant l'époque du film qu'on était en train de raconter, il y avait, avec le choix de Romain Duris, une petite dimension de modernité, je trouvais. Quoi. Donc c'était vraiment une évidence absolue. Il y a eu une rencontre comme ça entre le personnage et Romain, et on a vraiment, même si on a passé du temps, surtout lui, à lire des choses sur Eiffel, à se nourrir de certaines biographies, de se nourrir comme ça de certains écrits, je lui ai jamais demandé de coller absolument, ni physiquement, ni par rapport à certains écrits qu'on avait pu voir ensemble, au personnage même d'Eiffel. D'une certaine manière, on a créé notre propre Eiffel. On s'est raconté quel personnage il était. C'est là aussi où on prend la distance, où on est sur le petit pas de côté avec le biopic plus traditionnel. On tenait à ne jamais basculer ni dans l'anachronisme, ni dans l'erreur, et surtout l'erreur morale par rapport à la famille, bien entendu. Mais on a balisé comme ça
les faits de sa vie personnelle par des choses qui sont vraies. Mais on a voulu créer notre Eiffel, certains choix de costumes, certaines manières de certaines attitudes. On a voulu faire ça. J'ai préféré que ça colle à Romain que plutôt de très très proche absolument du personnage historique. C'est Vanessa, donc la productrice du film, qui, ayant des enfants adolescents, avait regardé comme beaucoup la série de Sex Education. Moi-même, je ne l'avais pas regardé, mes enfants sont plus petits, je n'étais pas tombé dessus à ce moment-là encore. Et tout d'un coup, il me semble que dans un quotidien ou un hebdo, dans Elle ou autre magazine féminin, elle s'aperçoit qu'Emma est française, qu'elle donnait une petite interview et qu'elle parlait parfaitement français. Et il y a eu tout d'un coup un flash, elle m'en a parlé, et c'est vrai que c'est une idée que Vanessa a eue qui est magnifique parce que tout d'un coup, ça paraît bête de dire ça, mais voilà, ça s'est totalement imposé. Il y a quoi de mieux comme idée de casting que de proposer une femme dont on ne connaissait pas encore complètement le visage ici en France, parce qu'on va révéler sous l'identité de cette tour Eiffel un visage d'une femme qu'on ne connaît pas, et qui avait déjà, du fait de cette notoriété forte avec Netflix et de ce gros succès de la série, une espèce d'existence et déjà un certain glamour à l'international, tout en étant très française. Donc, on a proposé à Emma et ça s'est fait assez naturellement. Elle a beaucoup aimé le projet. On est allé la voir à Londres. Et après, on a dû se battre avec des problèmes de logistique et de calendrier, de plan de tournage. Mais au fond, on n'a jamais, tous les trois, cessé d'avoir envie de travailler ensemble. Et Romain, naturellement, quand il a rencontré Emma, a trouvé que l'idée était formidable. On a beaucoup aimé tous les trois faire ce film. Il y a eu une vraie rencontre. On a été un petit peu chahuté émotionnellement parce qu'on était vraiment en fusion sur cette histoire qu'on racontait. Et par des regards, il se passe énormément de choses. Et c'est vrai que c'est une image vaut mieux que 1000 mots avec Emma, quoi. C'est-à-dire qu'en un regard, elle nous raconte beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on avait assumé aussi dans la construction du scénario une triangulation amoureuse, comme ça, ce schéma-là qu'on connaît et qu'on a voulu vraiment assumer sans faire croire qu'on se cachait derrière ça. Et il fallait aussi un personnage, un homme, qui d'une certaine manière laisse quand même aussi la place au couple par rapport à ce qu'elle vit d'histoire, mais qui était suffisamment présent avec un regard, qui dans les scènes où il était là, devait avoir comme ça une présence très troublante, un peu ambiguë. Et Pierre a ça. Pierre, il a un côté où il est à la fois très sympathique, on le voit même assez accompagnateur, il est même il fait du lobbying pour Eiffel, son ami qu'il retrouve, on le voit au début du dîner. Et quand il va s'apercevoir naturellement qu'il y a quelque chose qui se passe ou qui s'est passé entre sa femme et cet homme, il va se montrer beaucoup plus ambigu, plus menaçant, dans une économie aussi, ce que j'aimais beaucoup dans son jeu, dans des situations très droites, sans forcer, avec des regards, avec des attitudes. Et il avait ce côté-là, en fait. Il pouvait paraître très sympathique et aussi très méchant, je trouvais. Donc, il ne s'est pas donné à tous les acteurs de réussir à faire ça. Et Pierre a ça, et je trouve que le triangle entre les trois fonctionne très bien. Et les scènes qu'il y a entre Pierre et Romain, notamment en voiture ou autre, sont vachement chouettes. On se pose des questions techniques en amont avec mon chef opérateur là, qui a fait un travail formidable, Mathias Boucard. Il y a déjà le problème du format de la Tour Eiffel, parce qu'en fait, c'est ce que vous dites, quand on arrive au pied de la Tour Eiffel et qu'on veut la prendre en photo, c'est pas possible, elle est trop haute. Donc au cinéma, c'est pareil, surtout quand on a envie d'un format comme ça allongé en scope pour vraiment faire une image de cinéma. Donc à partir de ce moment-là, une fois qu'on s'est dit ça, ça implique beaucoup de choses. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut la filmer de loin? Mais si on la filme de loin, ça va être un peu anonyme. Si on la filme de près, mais comment on fait pour filmer aussi des personnages? Et d'une certaine manière, il fallait rendre ce film, il se plaçait sur les deux versants. C'est-à-dire, moi, je tenais beaucoup à avoir un côté très intime en étant collé au point de vue du personnage et des personnages principaux, de cette histoire d'amour, d'y croire et d'être, comme ce qu'on a dit, là, les regards de moi, les séquences comme ça en proximité avec les personnages, leurs sentiments. Et d'un autre côté, il fallait aussi être généreux avec le public et l'envergure du film et de son budget, donner une dimension beaucoup plus épique, beaucoup plus spectaculaire, le côté un peu avec des plans waouh. Et ça, voilà. Et c'était le pari du film. Et je trouve on est heureux, en tout cas, on est fiers d'avoir réussi. En tout cas, on a fait le max pour essayer de répondre à ces deux attentes, en tout cas de ces attentes qu'on s'était mises nous-mêmes. On va voir comment le public réagit à ça. Et donc, tout ça pour dire que finalement, il en est venu à une idée
un peu qui était un peu la synthèse des deux. C'était que pour les plans de la Tour Eiffel, surtout sur les plans de chantier au premier étage, quand on assiste à la construction comme ça de l'assemblage de piliers, il y avait un peu l'envie de filmer ça comme si on y participait nous-mêmes, comme si on y était. Cette caméra comme ça un petit peu à l'épaule, cette caméra un peu en proximité avec les ouvriers. Un peu l'idée de ce visuel qu'on a tous, des jeunes hommes ouvriers sur les poutres de l'Empire State Building, je crois à New York au début du siècle, qui mangent leur sandwich à l'heure du déjeuner. Il y avait envie d'être suspendu dans les airs avec eux. Avant même que le film démarre, on sait qu'ils y ont réussi, mais c'est ce que réussit totalement brillamment Titanic, c'est-à-dire qu'on sait que le bateau va couler. Mais c'est aussi peut-être pour... Alors Titanic a le levier de la mort en perspective qui décuple l'histoire d'amour. On se dit, mais qu'est-ce que c'est terrible, on se met à les aimer et on sait que ça va s'arrêter, donc ça c'est terrible. Nous, on ne pouvait pas tellement jouer sur ça parce que l'enjeu de la construction n'allait pas être lié au destin final de leur histoire d'amour, mais malgré tout, on a réussi, je trouve, scénaristiquement voilà, à le mêler à peu près pour qu'on en fasse comment dire, un drive un peu émotionnel et un récit. Mais effectivement, on s'est posé d'ailleurs cette question nous-mêmes à la cantine quand on allait déjeuner dans la journée. On se disait, oh, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On crée un suspense sur quelque chose qui est ridicule. On sait très bien qu'il va y arriver à mettre le boulon et à construire. Mais je crois que ça fonctionne. On est emporté dans le film à ce moment-là, j'espère. Ben, ça, c'est une autre vertu du projet qu'on voulait aussi, c'est-à-dire assumer aussi la partie un peu pédagogique, parce que c'est toujours intéressant. Et on voit à un moment donné Eiffel dans un atelier raconter comment, avec du sable, effectivement, ce système extrêmement ingénieux de la boîte à sable, il va rééquilibrer les choses pour pouvoir réussir à placer à la bonne horizontalité la poutre. Et je trouve que ce qui est assez payant dans le film aussi, c'est qu'on assiste à ça dans un bureau avec des maquettes. Et puis, quelques temps plus tard, au bout d'une heure, on assiste à la scène en vrai, en fait. Et du coup, on en a compris tous les enjeux parce qu'on nous l'a expliqué. Donc, je crois qu'on en profite mieux. Et, enfin, je ne sais pas si ça vous a fait cet effet-là, mais du coup, ce qu'ils sont en train de faire, on comprend parfaitement parce qu'on nous l'a expliqué, en fait. Du coup, ça, c'est assez. Il y a un effet miroir qui marche pas mal à cet endroit-là, je trouve. Pour être très honnête, je fantasme pas, je laisse les producteurs se projeter, je laisse le travail très réussi de nos amis au marketing international faire leur travail là-dessus, se projeter. Moi-même, je fonctionne un tout petit peu par étapes. Là, je sais que je le montre le week-end prochain à toute mon équipe, par exemple, donc les 300 personnes qui vont travailler dessus, donc j'espère déjà que ça va leur plaire. Après, il y a Angoulême où on va être ensemble et ça va être excitant de voir comment va réagir du vrai public pour nous, hein, parce que j'en ai pas eu encore. Et dans un second temps, le public en France et peut-être effectivement la dynamique internationale. Mais je ne veux pas bouder mes plaisirs par palier. Effectivement, encore une fois, cette ouverture à Angoulême nous touche beaucoup parce que ça va vraiment être la première fois où le film va être confronté à du vrai public. Donc voilà, avant de penser à l'international, je vais penser au 24 août et puis après on va voir la carrière du film en France. Mais c'est sûr que le film est conçu aussi pour séduire, en tout cas plaire, j'en sais rien, mais en tout cas essayer de séduire le public international. Après, ça reste un film en langue française, donc on va voir comment tout ça va évoluer. Mais oui, s'il y a un écho international, on ne va pas s'en priver, évidemment, quoi. On l'espère. Pour le cinéma français, d'une certaine manière aussi. Pour nous, parce qu'on sera très heureux que ça sera notre travail, mais pour le cinéma français, si un film comme celui-ci peut rayonner un peu, c'est chouette, je trouve, bien sûr, pour tout le monde. C'est un peu mystérieux, c'est un mot que je n'arrive pas à définir de manière très précise. Euh, je ne sais pas si, pour moi c'est toujours une petite. C'est la défense finalement, d'une certaine manière, c'est la défense de la culture française, de l'expression artistique française, où je peux le voir comme ça, et de son rayonnement au-delà même de ses frontières. C'est aussi, je trouve, la paternité des œuvres nationales qui sont faites en langue française et qui ont cette culture dans leur conception française. Après, moi, j'ai toujours une sensation un peu. J'arrive jamais complètement à me positionner par rapport à la fierté d'être français, la fierté de mon pays, de ma culture. Je la trouve, je la défends, je suis très heureux de ça, mais j'ai du mal avec la fierté de la France. Je suis pas à l'aise avec cette idée-là. Donc, comment dire voilà, je ne relie pas ça à la francophonie, mais d'une certaine manière, je me dis toujours, bon, moi j'aime beaucoup Je suis très heureux de travailler en France, très heureux de faire des films en France. Je n'ai aucun, pour le moment,
fantasme, où il n'y a pas de stratégie à vouloir conquérir d'autres marchés. Maintenant, évidemment qu'avec un film comme Eiffel, plus ça plaît à du monde, plus on est heureux. Donc c'est sûr que si ça dépasse le cadre national, on saura s'en réjouir. Pas particulièrement. Je m'en souviens quand j'étais petit, comme beaucoup de gens. Moi, je suis parisien, donc j'ai toujours grandi à Paris. J'y suis retourné là pour la préparation du film. Il y a autre chose que j'aime énormément, moi, dans le projet du film, dans sa promesse, quand on dit que vous ne la verrez plus jamais comme avant, c'est que d'une certaine manière, moi-même, aujourd'hui, alors que j'ai fait ce film, j'ai travaillé dessus avec tous les auteurs, j'avoue, étant parisien depuis plus de 40 ans maintenant, la Tour Eiffel était un monument devant lequel je passais de manière presque indifférente, en vélo, en scooter, en voiture, évidemment, on tourne l'œil parce que ça met un monument complètement anodin. Mais il y avait une familiarité presque excessive au fait qu'on ne faisait plus gaffe. Et tout d'un coup, avec cette histoire, le fantasme, ça c'était un des grands moteurs du film aussi, c'est tout d'un coup de se dire oh, mais mon Dieu, c'est vrai qu'après cette histoire et ce film, c'est vrai que je ne la regarde plus comme avant. On vient de me raconter ce monument que je connais tant et que je considère comme être le mien, je le redécouvre. Et ça, c'est génial, je trouve. Quand un film peut nous faire changer de regard sur un monument qu'on connaît parfaitement, je trouve ça super. Non, j'ai pas le vertige spécialement. Comme n'importe qui, j'ai quand même le vertige dans le sens où il y a des choses que je pourrais pas faire. Je sais par exemple qu'il y avait des nacelles à 45 mètres de hauteur sur lesquelles il y avait des cadreurs qui montaient. Je ne crois pas que j'aurais été capable. Je ne suis pas spécialement en vertige, mais on a tenté de le mettre en scène, de créer l'émotion du vertige un petit peu dans cette scène finalement. Ça, c'est la magie un peu des effets et de la fabrication de la déco qui nous donne cette sensation oui, dont on parlait tout à l'heure, d'être avec les ouvriers à 65 mètres de hauteur.